Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Je suis Thierry Sabot, le directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je suis l'animateur de ce webinaire. Alors, au nom de toute l'équipe de l'agence, je souhaite vous souhaiter la bienvenue sur ce premier webinaire de l'agence. Il y a encore quelques jours, je pense que la majorité des quelques 100 personnes qui vont être avec nous cet après-midi n'avaient jamais entendu parler de ce type de proposition, de ce type de format, de conférence. En fait, un webinaire est une conférence en ligne qui a donc la particularité d'être interactive. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions et les intervenants que nous avons rassemblés aujourd'hui vont pouvoir y répondre. Je vais vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Après une première séquence qui va voir se succéder tour à tour donc nos intervenants, nous passerons à l'étude de vos questions et donc aux réponses. Donc cette première séquence va durer environ 45 minutes. Mais avant de nous lancer, prenons, si vous voulez bien, le temps de nous familiariser avec l'interface. C'est très simple. Vous avez sur la droite de votre écran un panneau de configuration. Et sur ce panneau de configuration, il y a précisément trois choses à savoir. La première, vérifiez que votre option audio est bien activée. C'est la première possibilité de réponse, audio ordinateur. La deuxième chose importante à savoir, c'est que vous pouvez, pour donner un petit peu plus de place et agrandir certaines parties de votre panneau de configuration, cliquer sur la petite fenêtre avec une flèche en haut à droite, donc des rubriques. Et puis, la dernière information, et vous êtes là pour cela, vous avez la possibilité de nous écrire vos questions, de les adresser aux intervenants. Alors, sachez qu'elles sont en fait envoyées à notre équipe de l'agence. Plusieurs personnes sont actuellement en coulisses pour traiter ces questions, les modérer, les rassembler et les porter à ma connaissance. Donc, après les 45 minutes, j'en ferai une énonciation orale et nous pourrons y répondre. Voilà pour ces quelques informations techniques. À présent, je voulais également vous informer que si nous avons accueilli une centaine de participants pour ce webinaire, il y a également un certain nombre d'inscriptions que nous n'avons pas pu honorer. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'enregistrer ce webinaire et il sera dès ce soir ou demain matin en diffusion libre et voilà, les personnes qui n'ont pas pu être avec nous cet après-midi pourront revoir toutes ces informations. Ce que je voulais également vous dire, c'est l'objet de notre rencontre de cet après-midi. Nous est rapidement apparu que dans ce contexte de crise sanitaire, de confinement, les compagnies étaient sans aucun doute les organisations, les équipes artistiques, les collectifs, les structures qui sont dans une fonction de production et d'accompagnement des productions, étaient sans doute les organisations de notre écosystème les plus touchées par la crise en raison de toutes les annulations de manifestations, de festivals, de dates. Et donc, nous avons décidé d'organiser cette conférence en ciblant plus particulièrement les personnes qui, au sein de ces organisations, assument les fonctions et les responsabilités sociales, économiques, juridiques et managériales. À ce jour, on peut considérer qu'un certain nombre de dispositions juridiques, administratives, financières et institutionnelles sont connues et commencent à se stabiliser. Mais évidemment, beaucoup de points restent encore à préciser et au moment même où nous parlons, nous savons que des élus se réunissent, des cabinets ministériels travaillent sur un certain nombre de mesures au plan national. Pour aborder dans le détail tous ces sujets, nous avons aujourd'hui 6 intervenants, plus exactement 4 intervenants et 2 intervenantes. Je vais, si vous voulez bien, les présenter
dans l'ordre de leur prise de parole. Tout d'abord, nous entendrons Frédéric Villecoq, donc, qui est le conseiller. Excusez-moi, je pense que mon son s'est coupé tout seul, donc je reprends, pardon. Donc Frédéric Villecoq, conseiller culture, économie créative, patrimoine, francophonie et sport auprès de Monsieur Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous entendrons Éric Lebas, directeur adjoint délégué en charge de la création et des industries culturelles en DRAC Nouvelle-Aquitaine, qui est accompagné de Sophie Bardet, conseillère théâtre, cirque et art de la rue, en DRAC Nouvelle-Aquitaine également pour le site de Poitiers. Ensuite, nous entendrons Laurent Rivaud, expert comptable associé, commissaire aux comptes au sein du cabinet Baker-Tilly Trégo à Poitiers, ainsi que Lucie Bourgeon, gestionnaire de paix au sein de ce même cabinet. Enfin, nous entendrons maître Olivier Ramoul, avocat à la Cour de Bordeaux, spécialiste du droit des entreprises sociales, notamment de l'ESS, et du droit des affaires culturelles au sein du cabinet Aura Pajda. Voilà, merci à toutes et à tous de votre présence, de votre disponibilité. Je vais terminer ces propos introductifs par une information que je rappellerai à la fin de ce webinaire. Le site de l'A s'est réorganisé ces derniers jours pour faire un maximum de place à toutes les informations sur la crise, ses conséquences, les démarches, les solutions, les prises de parole et les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Donc tout ce qui va être évoqué cet après-midi et beaucoup d'autres choses sont sur notre site, donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà, je passe désormais la parole à Frédéric Villecoq pour qu'il nous présente voilà, en quelques mots les décisions qui ont été prises par la région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir en fait l'écosystème artistique, créatif et culturel dans notre région. À toi, Frédéric. Le son ne fonctionne pas. Le son ne fonctionne toujours pas. Ah, ça y est, c'est bon. Absolument. Je n'arrivais pas à remettre. Donc, bonjour à tous. Merci Thierry d'abord pour l'initiative et merci à l'ensemble de ton équipe. Je pense qu'il est effectivement important de se voir, de présenter pendant cette crise sanitaire qui impacte l'ensemble du secteur de la culture et bien d'autres, bien évidemment, les dispositifs qui sont évolutifs. Moi, je vous présenterai ceux de la région. Ce sont les premières mesures, mesures d'urgence. On sait très bien que le confinement risque de durer un peu. Donc, les montants voilà, qui sont affichés à l'écran sont des montants qui vont bouger. Preuve en est faite que cette infographie, bien qu'elle soit validée, il manque un nouveau dispositif qu'Alain Rousset a souhaité mettre en place il y a à peine 48 heures et qu'on est en train de peaufiner. Puisque l'ensemble des dispositifs d'urgence seront adoptés par la région dans une séance plénière un peu extraordinaire en format restreint vendredi prochain. Donc à partir de vendredi, dès que les élus auront validé les dispositifs que je vais vous présenter, vous pourrez effectivement nous saisir. On a choisi dans cette période deux principes, réactivité et bienveillance, ce qui est relativement important. Une communication la plus simple possible. Même si on a plusieurs dispositifs, on n'a pas souhaité saucissonner les fonds. Donc, on a des fonds qui sont des fonds généralistes, avec des critères spécifiques par secteur, mais un fonds généraliste, un seul numéro de téléphone qui est indiqué sur cette infographie, un seul site qui s'appelle entreprise
www.nouvelaquitaine.fr qui sera le site qui vous permettra de pouvoir déposer vos demandes. Vous tomberez sur une plateforme avec de charmantes personnes qui vous amèneront vers le bon dispositif si vous avez un doute. Donc, je vais les reprendre très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans tous les critères, permettra peut-être plutôt de répondre aux questions. Donc, on a un fonds de solidarité nationale, mais je laisserai l'État en parler, qui est un fonds, ce fameux fonds d'1 milliard, qui est abondé par l'État, mais également par les collectivités régionales. 250 millions pour les régions, 20 millions spécifiques pour la région Nouvelle-Aquitaine. C'est ce fameux fonds qui permet effectivement une aide mensuelle de 1 500 euros, plus un abondement supplémentaire qui peut être fait par la région de 2 000 euros forfaitaires, suivant certains critères. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que la région, en dehors de cet abondement, a fait, c'est qu'elle a créé un fonds pour le secteur associatif, qui est un fonds de 5 millions d'euros, qui est un fonds en subvention, c'est-à-dire des aides non remboursables, qui est un fonds d'aide à la trésorerie. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque dans le dossier qui sera déposé, il faut que la structure associative employeuse, donc entre 1 et 50 ETP, puisse démontrer son besoin de trésorerie suite à des pertes de recettes, annulation de spectacles, report de spectacles. Donc elle doit nous remplir ce tableau. Mesure allégée, on reviendra, et je pense que tout le monde y reviendra cet après-midi. Mesure allégée, c'est-à-dire qu'on demande bien évidemment, si c'est possible, que le document soit certifié conforme par un expert comptable ou à défaut, et ça c'est important, par une simple lettre du représentant légal de l'association, le président. Une attestation sur l'honneur peut suffire, puisqu'on sait très bien que dans cette période difficile, les documents officiels, la mise en place des assemblées générales peut être compliquée à cause du confinement. Donc la région a simplifié ses demandes. Donc ce fonds associatif, aide non remboursable, 5 millions d'euros qui couvre le champ de la culture, de l'économie sociale et solidaire, de la jeunesse, de l'environnement. Autre dispositif qui a été mis en place il y a à peine 48 heures, c'est ce que j'évoquais, c'est un fonds de prêt. Donc là, on est bien sur un prêt. C'est un fonds qui est mis en place avec la Caisse des dépôts et consignations, 2 fois 12 millions, un apport de 12 millions par la région, 12 millions par la Caisse des dépôts, donc 24 millions en tout, à destination des TPE, à destination des commerces de proximité. Donc pour le champ de la culture, ça couvrira bien évidemment les libraires et les disquaires, et qui est à disposition aussi des associations. Donc les compagnies peuvent bien évidemment venir sur ce fonds de prêt. Pas besoin de garantie, prêt à taux zéro avec un différé de remboursement de 2 ans. On est en train de regarder, Alain Rousset doit valider les derniers détails, notamment sur le montant de prêt à minima et maxima. Donc vous aurez ça sous 48 heures. Autre dispositif qui concerne les entreprises de la culture, c'est un fonds de prêt. Alors là, principalement pour les sociétés, sans garantie bancaire. On ne travaillera pas avec la BPI, mais qu'avec un pool bancaire, mais on est à peu près sur le même dispositif. Donc, prêt rebond avec ce pool bancaire, 20 millions d'euros, là pour des sociétés, entreprises culturelles, et des prêts qui peuvent aller de 10 000 à 300 000 euros en fonction des besoins de trésorerie. On est sur le même principe, prêt à taux zéro et avec un différé de remboursement de 2 ans. Ça, c'est sur les fonds en tant que tels. Et ensuite, il y a des mesures complémentaires qui ont été mises en place. 2 règles, je le disais, simplification, accélération. Accélération du versement des soldes des subventions pour les compagnies qui étaient déjà aidées. Justificatif allégé. Donc là encore, on n'a pas besoin de l'ensemble des pièces pour verser le solde. On pourra faire, quand le confinement sera terminé et qu'on sera revenu à la normale, un contrôle des pièces au fur et à mesure, mais en tout cas justificatif allégé dans ce premier temps pour le versement des soldes 2019. Un versement des acomptes de 2020, versement des acomptes donc de 70%, là aussi
justificatifs allégés. On vote les subventions en commission permanente. La loi d'urgence permet aux collectivités de se réunir, là aussi en formule allégée. On a eu une commission permanente avec 13 élus qui s'est réunie avant-hier et qui a voté un certain nombre de subventions, et notamment on votait des subventions aux équipes artistiques, aux ensembles musicaux, aux lieux de fabrique, aux scènes de territoire. Donc des aides pour un peu plus de 4 millions d'euros qui ont été votées. Et donc on va sur les compagnies, qui représentaient 155 compagnies qui avaient leur dossier qui passait en commission permanente, on va accélérer le versement des acomptes. Je Tout en disant ça, je tiens à préciser qu'on est quand même dans une situation particulière. Les salariés de la région sont en confinement pour la grande majorité, plus de 1500 salariés qui sont en télétravail, mais en télétravail pour certains avec des accès et des connectiques que l'on appelle VPN, pas toujours au point, ce qui fait qu'on peut considérer que dans cette accélération des versements, à un moment donné, on peut avoir un effet entonnoir avec moins de salariés du côté de la région pour instruire les versements au niveau des services gestionnaires et du côté du payeur, donc du côté des services de l'État, pour payer là aussi, il y a moins de salariés. Donc, on allège les procédures, on essaye d'accélérer au maximum, mais attention à ne pas faire des effets d'annonce politiques qui pourraient être contre-productifs. On n'arrivera pas à payer en 10 jours, c'est une évidence. En dehors de ces mesures de simplification et de versement accéléré des acomptes, on a aussi, c'est important pour les compagnies, le maintien des aides aux manifestations et aux festivals qui ont été annulés ou qui seront annulés. Pour la période de mars à mai, la région a soutenu 66 festivals qui ont été annulés pour près d'1 million d'euros. Et si on considère, et malheureusement aujourd'hui, les données sanitaires qui nous sont fournies nous laissent à penser que les festivals de juin à juillet peuvent être également annulés. Là, la région soutiendra également ces manifestations, 78 pour un peu plus d'1,5 million. Donc, en gros, on maintient un peu plus de 2,5 millions de crédits sur 145 manifestations qui sont annulées ou qui risquent d'être annulées. Et nous demandons une solidarité interprofessionnelle, bien évidemment, à ce que le maintien des subventions de la région permette de payer les dédits pour les artistes qui étaient engagés sur ces festivals. Dernier dispositif qui concerne indirectement la région, c'est le soutien de son agence régionale, l'OARA, qui a déjà pris un certain nombre de mesures. Le maintien des versements pour les co-réalisations de tous les spectacles qui sont reportés en 2020 ou en 2021. Le maintien aux compagnies, effectivement, qui étaient donc dans ces co-réalisations quand le spectacle est annulé, et pas forcément reporté, donc le maintien du soutien de l'OARA, la transformation pour toutes les compagnies qui devaient être en résidence à la Mecca ou dans d'autres lieux, donc le maintien des soutiens, mais cette fois-ci transformé en coproduction pour les spectacles, puisqu'ils ne pourront pas être accueillis pendant cette période de confinement en résidence. Et puis, l'OARA fait comme la région, elle accélère le versement des sommes engagées pour les compagnies afin de limiter l'impact négatif sur les trésoreries des compagnies. Voilà brosser rapidement les dispositifs qui sont les nôtres, en espérant ne pas avoir trop jargonné. Très bien, merci Frédéric. Donc, pour toutes ces informations extrêmement riches, je retiens des mesures économiques importantes à court, moyen et peut-être long terme, des démarches allégées, une continuité du service public dans un climat un peu dégradé, mais en tout cas une volonté, un engagement des élus et des équipes pour assurer le traitement et le soutien d'un maximum d'opérateurs. Voilà, merci pour toutes ces informations. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir en détail dans un second temps sur quelques points à la faveur des questions qui nous seront posées. Je vais maintenant passer la parole à Éric Lebas. Peut-être juste une consigne pour nos intervenants. Quand vous ne parlez pas, merci de bien vouloir couper votre caméra et votre micro. Voilà, merci à vous.
À toi, Eric, la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça sera une intervention à deux voix. Je vais vous dresser un peu le cadre général relatif effectivement aux interventions de l'État. Et puis, Sophie, qui est à côté de moi, complétera, le cas échéant, de manière peut-être plus spécifique sur un certain nombre de sujets relatifs aux compagnies. Depuis le début effectivement de la crise sanitaire, l'État a pris un certain nombre de mesures qui englobent évidemment l'ensemble des secteurs divers et variés, et notamment dans lequel il y a le champ culturel, qui, comme l'a rappelé Thierry tout à l'heure en introduction, est particulièrement impacté par cette crise sanitaire et le confinement, et qui, dès le début, a ressenti effectivement l'impact de cette crise dans une série d'annulations qui ont été, je pense, difficiles à gérer. Donc, pour l'État, il y avait un premier niveau de réponse qui agit par solidarité nationale, et qui fait que l'ensemble des mesures qui aujourd'hui existent, qui sont, je pense, relativement bien connues, s'adressent aussi au champ culturel, et qui est un premier niveau de réponse. Ça recoupe, alors dans les plus connus, évidemment, le fonds de solidarité de 1 500 euros, qui permet effectivement sur la base voilà, de l'évaluation d'un revenu moyen mensuel, en l'occurrence de mars, de voir effectivement directement ce que ça représente en termes de pertes, et de pouvoir demander cette aide forfaitaire directement auprès de l'État. Et puis après, il y a une série de mesures relatives effectivement à la suspension de charges, au report de charges, à des frais relatifs aussi au fonctionnement de vos équipes artistiques, des lieux, etc., sur effectivement le report aussi des paiements de factures. Une autre mesure qui est très connue, mais là aussi effectivement peut-être à user avec intelligence, et je pense qu'on aura de nombreuses questions là-dessus, sur le recours au chômage technique ou partiel. C'est un sujet important, c'est un des éléments importants de la réponse de l'État à la crise sanitaire. Voilà. Après, il faut aussi l'apprécier aussi dans sa capacité à se mettre en œuvre. On a entendu tout à l'heure avec l'intervention de Frédéric. Voilà. Aujourd'hui, l'administration, pour pouvoir répondre, s'est aussi mis en capacité à pouvoir effectivement gérer les choses à distance, mais parfois les choses prennent du temps, mais elles se font. Voilà, il y a donc un ensemble de mesures, package, qui concernent l'ensemble des secteurs, et qui, effectivement, sur lesquels vous pouvez, acteurs du secteur culturel, pouvoir effectivement y faire appel. De manière maintenant, je réduis le spectre, et de manière sur effectivement, je dirais, du plus local. Et notamment les acteurs qui bénéficiaient de soutien du ministère de la Culture via la DRAC, en l'occurrence la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Depuis le début, on a fait en sorte effectivement de pouvoir à la fois assurer le fait que la chaîne financière ne soit pas rompue, et qu'on puisse engager les crédits sur lesquels effectivement on a pris des engagements, les subventions. De fait, et très naturellement, et comme la région, on envisage et on le met en œuvre d'ores et déjà, et ce depuis lundi dernier, des mesures de simplification et d'allègement du traitement des subventions pour comment dire, assurer effectivement que ces subventions arrivent le plus vite possible. Ces mesures de simplification, elles sont assez simples. Aujourd'hui, on est en capacité, d'une part, à ne plus trancher la subvention, mais accorder une subvention complète dans un premier versement. Et puis, sur la base effectivement d'une demande d'un CERFA, d'un budget initial
et d'une attestation sur l'honneur qui précise effectivement, dans la mesure où ça n'a pas pu être, comment dire, vos assemblées, les conseils d'administration n'ont pas pu être réunis, on puisse effectivement maintenir, comment dire, le traitement de la subvention, ce qui nous permettra aussi, dans un dialogue avec l'ensemble des acteurs, de pouvoir effectivement avoir aussi une vision assez juste et assez proche de la réalité sur l'impact de cette crise entre un budget initial tel que vous l'imaginiez avant la crise et dans un dialogue avec nous sur un budget, je dirais, rectifié qui permettra effectivement de mesurer ô combien cette crise est impactante pour vos activités. Donc ça, il y a voilà, des mesures très concrètes qui se mettent en place. Il y a un autre volet qui est important pour les équipes artistiques, notamment, c'est sur les subventions relatives à non plus la création, sur lesquelles voilà, vous avez compris qu'il y avait des mesures de simplification et d'accélération du traitement, mais aussi sur le volet relatif au crédit relatif à la médiation culturelle, à l'éducation artistique et culturelle. Bon nombre d'entre vous interviennent auprès de publics divers et variés, de scolaires, publics empêchés, comme on dit. Et là aussi, à partir du moment où effectivement la DRAC intervenait directement auprès de vous, auprès de compagnies, nous, voilà, on s'engage à maintenir la subvention telle qu'elle était prévue, que l'action ait eu lieu ou pas lieu. Voilà. Il y a encore des choses qui doivent être précisées quand vous agissez pour le compte d'un tiers, en l'occurrence une collectivité territoriale ou, comment dire, un établissement scolaire. Les choses sont en train d'être levées. Il y avait une petite difficulté, évidemment, sur un principe comptable de comptabilité publique qui est en train d'être levé, mais aujourd'hui, on avait cette petite difficulté quand vous intervenez pour un tiers dans le cadre d'une action d'éducation artistique et culturelle. Mais le gros des interventions, ce sont des interventions directes, financement direct que nous, on accorde aux équipes artistiques et aux artistes pour faire des interventions en milieu scolaire. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui garanties, que l'action ait eu lieu ou pas lieu. Et dans le même principe, effectivement, de traitement, comment dire, des subventions dans la même procédure pardon, de traitement des subventions, comme je l'ai indiqué jusqu'à présent. Voilà, donc ça c'était sur cette partie-là. Globalement, il faut bien savoir qu'effectivement, dans le cadre de cette crise sanitaire, tous les jours, il y a des informations nouvelles et des précisions qui arrivent. Donc, je tiens à préciser que l'ensemble des dispositions et dispositifs mis en œuvre au regard de la réponse, des mesures de réponse à la crise sanitaire que nous connaissons sont disponibles sur le site et relayés sur le site de l'agence A sous forme d'une fiche assez complète qui concerne l'ensemble des champs culturels. Donc évidemment, en tout cas l'ensemble du champ de la création et des industries culturelles. Mais vous retrouverez effectivement dans chacune des rubriques effectivement les dispositions qui sont prises dans le domaine du spectacle vivant, des arts visuels et de tous les secteurs relatifs à la création et aux industries culturelles. Le ministère, de manière globale, a essayé de faire le ministère de la Culture au niveau central, au niveau national, en lien avec les DRAC, s'est efforcé aussi d'avoir une réponse pour chacun des secteurs. Donc, il y a aussi, je dirais, une boîte contact pour les secteurs, qu'on soit dans le champ du cirque, du théâtre, de la danse ou de la musique. Il y a différents contacts. Là aussi, ce sont des contacts qui sont disponibles sur le site de l'agence A et qui sont consultables aussi sur le site de la DRAC, évidemment, Nouvelle-Aquitaine. Je précise là aussi qu'effectivement, comme ces informations évoluent tous les jours, qu'elles se précisent, il y a des mises à jour régulières qui se font pour permettre effectivement d'être au plus près des demandes. La dernière annonce, elle est relative au festival. Frédéric l'évoquait tout à l'heure.
Aujourd'hui, effectivement, on est dans une position de prudence par rapport à ça. En tout cas, le premier niveau de réponse que voilà, le ministère de la Culture met en place par rapport à la question des festivals, si vous êtes comment dire, concerné parce que vous êtes programmé dans un festival ou que vous organisez vous-même un temps de festival, il y a une cellule d'accompagnement qui recueille l'ensemble des questions et qui permettra effectivement, au vu des différents questionnements qui vont se faire jour, de pouvoir formuler à la fois des recommandations et notamment des conseils qui, dans la perspective effectivement peut-être d'annulation et quelles seront effectivement les attentes qu'on pourra formuler vis-à-vis des festivals quand il y a annulation, notamment par rapport aux interventions. Je m'arrête là. Je ne sais pas si Sophie, tu veux compléter. On va répondre maintenant aux questions, mais j'ai déjà été trop long. Non, pas du tout. C'est pile 10 minutes, Eric, c'est parfait. Je voulais peut-être, comme je l'ai fait pour Frédéric, résumer en 3 mots des réponses nationales et des réponses régionales, d'importantes mesures de simplification des démarches et puis une analyse sur mesure au plus près des réalités de chaque acteur avec l'instruction, l'accompagnement, le conseil de toute l'équipe de la DRAC. Et je terminerai ce rapide résumé en précisant comme le font d'ailleurs les agences culturelles régionales, à savoir nos agences cousines OARA et ALCA, donc des organismes ressources à dimension nationale qui s'impliquent également pour répondre aux questions des porteurs de projets. Donc la liste de tous ces organismes, CND, Arsena, etc., sont donc sur le document dont on vient de nous parler. Merci Eric et Sophie. Je vais à présent passer la parole à une parole double, si l'on peut dire, Laurent Rivaud et Lucie Bourgeon du cabinet Baker-Tilly-Strego, qui sont donc à la fois spécialisés dans tout ce qui concerne l'accompagnement social, comptable, économique et financier des organisations. À vous la parole. Merci à vous. Donc, on va co-animer effectivement cette intervention. Je vais juste faire un préambule sur les aspects juridiques et notamment vous faire part des dispositifs allégés en matière d'arrêté des comptes de vos différentes structures. En effet, la loi permet, même si vos statuts ne sont pas à jour en la matière, de tenir vos conseils d'administration par visioconférence ou bien par conférence téléphonique. Donc, moi, je vous encourage avec ces dispositifs à poursuivre en fait l'arrêté de vos comptes, ce qui permettra ensuite de poursuivre les différents documents, de transmettre les documents notamment au commissaire aux comptes et de les transmettre aux différents financeurs, même si, bien sûr, les collectivités font preuve aussi d'allègement dans les dispositifs et vous permettent de percevoir, en l'absence des documents définitifs, les soldes de subventions ou bien les acomptes sur les nouvelles subventions. Donc, par rapport au conseil d'administration, moi, je vous invite néanmoins, au vu des nouveaux dispositifs qui sont en place, à tenir ces conseils d'administration et d'avancer sur l'arrêté de vos comptes. Quant à l'Assemblée générale, vous avez vu aussi sûrement dans les textes que l'Assemblée générale peut se tenir à titre exceptionnel jusqu'au 30 septembre de cette année, contrairement au texte en vigueur, puisque c'est la date butoir du 30 juin, qui est obligatoire pour toutes les clôtures au 31 décembre 2019. Je propose à Lucie d'intervenir en deuxième lieu sur la partie du chômage partiel. Oui, donc du coup, au niveau du chômage partiel, donc vous allez vous retrouver confronté à une situation, c'est-à-dire créer votre compte d'activité partielle. Donc c'est quelque chose qui va être assez. Au départ, c'était assez compliqué quand on s'est tous mis dessus entre le 17 et le 30 mars, puisque il y a eu une grosse affluence sur le serveur et tout planté parce que bon, ils ont pas l'habitude d'avoir autant de personnes qui se connectent en même temps. Donc la première des choses à faire, ça va être de vous connecter, de faire une demande de création de compte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez recevoir assez rapidement maintenant par le biais de 2 mails séparés, donc votre identifiant et votre code d'accès, votre mot de passe. Et il faudra bien surtout attendre le 3e mail
de validation pour pouvoir commencer à vous connecter. Si vous vous connectez avant d'avoir reçu ce 3e mail, vous risquez de bloquer votre compte. Et après, c'est plus compliqué pour le faire débloquer. Donc, une fois que vous aurez reçu ce 3e mail et que vous vous connecterez, la première des choses à faire, ce sera de mettre à jour les coordonnées de l'entreprise. Il y a une partie qui sera pré-remplie, mais ils vous demanderont différentes informations. Donc, sur la slide qui suit, vous allez voir voilà, toutes les informations qu'il faut que vous puissiez regrouper avant de commencer. Comme ça, vous serez sûr d'avoir tous les documents en main pour pouvoir bien rentrer et être sûr que tout soit validé assez rapidement par la directe. Après, ensuite, une fois que vous avez complété tout ce qui est OPCO, votre équivalent temps plein, le nombre de salariés présents dans l'entreprise, faudra surtout aller cocher la case coronavirus. Donc, c'est surtout ces autres circonstances et c'est coronavirus. Au départ, on avait eu l'ordre de ne pas cocher coronavirus puisqu'on n'était pas des structures, enfin, il y a une partie de vous qui ne sont pas des structures qui sont liées à l'arrêté du 14 mars. Mais du coup, il y a eu quand même retour de la directe qui nous a dit si, il faudrait quand même cocher le coronavirus pour toutes les entreprises qui sont liées à ces difficultés-là. Donc du coup, ensuite, sur la slide qui suit, vous allez voir… Un point essentiel peut-être, Lucie, pour alimenter. Soit vous faites l'objet d'une fermeture administrative, auquel cas c'est assez simple, la motivation n'a pas lieu d'être. Si ce n'est pas le cas d'une fermeture administrative, il y a lieu de motiver avec des éléments probants votre demande de chômage partiel. Oui, c'est sur la slide qui suit. Du coup, voilà, j'avais mis normalement, il y a les motifs. Ça va être sur celle d'après, alors, parce que du coup, j'ai répercuté aussi des motifs. Donc, une fois que vous aurez, on verra juste après la slide là, pour les motifs. Donc, vous allez valider votre activité partielle, votre demande, enfin, ils appellent ça une demande d'autorisation préalable, même si toutefois, c'est pour au préalable. Et sous 48 heures, si vous n'avez pas reçu de réponse, normalement, c'est accepté. Donc, généralement, sous 48 heures, 72 heures, vous recevez un mail, puisque de toute façon, dans ce mail, vous allez avoir votre notification de décision, le code de notification. Donc, en bas du courrier, je vous ai mis un petit modèle. C'est un petit code. C'est vraiment écrit en tout petit, hein, donc il faut vraiment faire attention. C'est le code qui vous permettra de faire vos demandes d'indemnisation. Donc, c'est un mail vraiment très important. Donc voilà, je vous avais mis les motifs. Donc soit, comme me disait Monsieur Rivaud, vous êtes lié, enfin vous êtes sur la liste des entreprises qui sont visées par l'arrêté du 14 mars. Donc dans ces cas-là, le motif se devine pas. Hein. Soit dans ces cas-là, vous n'êtes pas sur la liste où c'est pas clair, vous jugez que c'est pas très clair, donc faut bien regrouper tous les justificatifs, donc les courriers d'annulation de festivals, de spectacles, lister toutes les dates et tout ce que vous avez pu regrouper et toutes les pertes de chiffre d'affaires que vous avez pu avoir, et surtout voilà, vous le gardez bien dans un dossier, c'est très important si toutefois vous avez un contrôle. Donc sur la slide suivante, ça va vous concerner l'indemnisation. Donc le gouvernement a fait un effort. Vous pouvez pas indemniser vos salariés en dessous de 8,03 par heure chômée. Donc vous pouvez les payer en dessous de 8,03 uniquement si c'est des apprentis ou des contrats de professionnalisation qui ne sont pas au SMIC. Voilà. Vous avez l'indemnité le salaire et l'indemnité que vous allez verser pour mars et avril et jusqu'à la fin de l'activité partielle, il faut verser les salaires comme d'habitude, aux dates habituelles de paie. Et vous avez la CSG et la CRDS qui se retrouvent sur un taux réduit, c'est-à-dire que normalement c'est 9,80 et là vous serez sur un taux de 6,70, donc la CSG à 6,20 et la CRDS à 0,50. Vous avez la possibilité, enfin c'est pas que vous avez la possibilité, vous pouvez prélever la CSG et la CRDS à condition que votre salarié ne se retrouve pas à avoir un salaire en dessous d'un SMIC brut. C'est qu'il faut que le salaire net plus l'indemnité activité partielle, il ne faut pas que ce soit en dessous d'un SMIC brut. Si c'est en dessous, parce que ça va arriver, vous n'appliquez pas la CSG pour activité partielle. Donc sur la suite, après on va arriver sur le slide suivant. Pardon. C'est
si vous n'êtes pas en activité partielle et que vous avez la possibilité de mettre vos salariés en télétravail, il faudra bien faire attention avoir une vigilance accrue, une attention particulière sur le risque d'isolement de vos salariés qui vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes dans leur salon ou dans un bureau. Parce que ça peut être très vite des sources d'anxiété ou de dépression. Enfin, c'est bête, mais ça arrive. Faudra faire aussi attention à ce que des salariés ne deviennent pas hyper connectés. C'est-à-dire que samedi, dimanche, jour férié, nuit et jour, ils se connectent. Parce que ça, c'est votre rôle d'employeur de prendre soin de vos salariés en télétravail. Donc après, sur le slide suivant, c'est pas moi qui ai la gestion des slides. Donc ça vous concerne principalement en tant qu'employeur culturel. Donc, il y a eu des questions qui m'ont été posées. Est-il possible de mobiliser l'activité partielle pour des contrats à durée déterminée d'usage? Donc oui, vous pouvez mobiliser l'activité partielle pour ce type de contrat. Est-il possible de mobiliser le dispositif chômage partiel pour des contrats qui n'ont pas encore reçu de début d'exécution ou qui n'ont pas encore été signés, mais pour lesquels une promesse d'embauche a été conclue? Oui, donc je pense que Monsieur Ramoul reviendra sur ce point. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez fait une promesse d'embauche, ça vos contrats de travail, donc vous pouvez mettre vos salariés en chômage partiel. Par contre, il serait peut-être, c'est un point juridique qui est encore en suspens. Le salarié pourrait vous demander d'appliquer l'exécution du contrat et du coup ne pas demander le chômage partiel, mais le paiement de son salaire. Mais ça, après, ça reste encore en point et il y aura peut-être une jurisprudence, mais pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence. Si les employeurs honorent les cachets des intermittents, même si les représentations n'ont pas lieu, les heures rémunérées seront-elles comptabilisées pour l'ouverture de droit au régime d'intermittent? Dès lors qu'elles sont rémunérées, ces heures sont comptabilisées pour l'ouverture des droits au titre des 516 heures de vos intermittents. C'est-à-dire que c'est des heures qui sont payées normalement, qui ne sont pas des heures chômées. Il y a des structures qui ont pu avoir des subventions et si ces subventions restent, elles peuvent se permettre de rémunérer les cachets même s'ils n'ont pas eu lieu et cette rémunération donnera droit à l'ouverture des droits au titre des 507 heures. Voilà. Après, je pense qu'il y a encore une slide. Voilà. Est-ce que les périodes d'indemnisation au titre de l'activité partielle ouvriront des droits futurs au titre des annexes 8 et 10? Donc, les périodes d'indemnisation au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l'affiliation. Les cachets seront également convertis en heures indemnisées au titre de l'activité partielle suivant des modalités définies par décret. Voilà. Merci Lucie pour cette intervention. Je poursuis rapidement sur les autres dispositifs. Je voulais revenir très rapidement sur l'aspect fonds d'indemnisation, notamment l'aide forfaitaire qui est offerte sur les 1 500 € notamment, dont peuvent bénéficier toutes les entreprises et associations également. Là, en l'occurrence, il faut justifier soit d'une fermeture administrative de la structure ou bien d'une perte de chiffre d'affaires de 50%. Vous avez peut-être vu initialement que la perte de chiffre d'affaires au mois de mars était initialement de 70%. Elle a été ramenée avec un nouveau décret à 50% dans des derniers textes. Il y a un certain nombre de conditions en fait, à relever également, c'est d'avoir un début d'activité qui soit antérieur au 1er février 2020. Il ne faut pas être en état de cessation de paiement. On a parfois des structures qui sont en difficulté financière. L'effectif doit être inférieur ou égal à 10 salariés. Et le chiffre d'affaires qui est constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur également à 1 million d'euros. On note également comme condition une nouvelle condition en fait, des 60 000 €, c'est-à-dire que le bénéfice de l'entreprise sur le dernier exercice clos ne doit pas excéder 60 000 €, avec des particularités, notamment il convient dans ces 60 000 € de prendre en compte le bénéfice fiscal, auquel il convient de rajouter également la rémunération des dirigeants. Autre condition qui est exigée, c'est globalement les dirigeants de la structure ne doivent pas avoir perçu d'indemnité au titre du mois supérieur à 800 €. Et enfin, d'un point de vue pratique, l'aide est à demander sur le site impôt.gouv en vous connectant avec vos codes personnels
Et il y a des dispositifs donc spécifiques, hein, une rubrique spécifique pour demander cette aide de 1 500 €. Il y a beaucoup une fois en question en fait sur ce dispositif-là, parce qu'il y a des particularités qui sont en cours de précision. Je voulais parler ensuite, et tout à l'heure on l'a abordé de manière assez synthétique, c'est le prêt de trésorerie qui est garanti par l'État et donc en l'occurrence par BPI. C'est le PGE, vous avez entendu parler. Les bénéficiaires sont des entreprises, mais également les associations dès qu'elles ont un salarié. L'objet du prêt est obligatoirement, il s'agit d'un prêt de trésorerie. Le plafond qui est accordé au titre de ce prêt est de 25% du montant du chiffre d'affaires, étant précisé, là aussi, ce n'est pas dans le décret, mais dans une fois en question, que pour les associations, il y a lieu de prendre en compte les produits hors subvention d'exploitation. Les modalités de remboursement de ce prêt, il s'agit d'un prêt de trésorerie avec un différé de remboursement d'1 an. À l'issue de cette période d'1 an, vous avez la possibilité de le convertir en prêt amortissable sur 1 à 5 années supplémentaires. Le coût du financement de ce prêt bancaire est à 0 au niveau des banques, auquel il convient de rajouter en fait un montant de garantie bancaire qui est de 0,25% sur la partie uniquement sur la première année. Pour activer ce prêt, en l'occurrence, il convient de rappeler qu'il faut d'abord vous rapprocher de votre établissement bancaire. La porte d'entrée, c'est votre établissement bancaire. Et ensuite, une fois que vous avez un préaccord de votre banque, il faut aller vous connecter sur le site de la BPI pour obtenir un numéro d'agrément qui sera obtenu sur la plateforme attestation PGE BPI France. Et une fois ce numéro obtenu et accordé par BPI, il convient de le transmettre à la banque pour avoir l'accord du prêt définitif et les déblocages de ce prêt de manière définitive. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est qu'en premier lieu, c'est la banque qui accorde ou qui refuse ce prêt bancaire qui est garanti à hauteur de 90% par l'État. Les banques vont exiger un dossier, notamment parfois sur des budgets de trésorerie et des éléments à fournir pour bien justifier le niveau de besoin de trésorerie, en l'occurrence de la structure. J'en ai terminé pour mes propos. Merci Laurent, merci Lucie. Je ne vais pas prendre le risque de faire un résumé de votre intervention comme je l'ai fait pour les deux premières. Il y avait beaucoup de choses qui ne doivent pas être résumées justement, mais être détaillées. C'est l'objet des questions qui nous parviennent. Mais avant d'y répondre, et peut-être que certaines questions qui ont été déjà posées au début de ce webinaire ont-elles déjà trouvé leur réponse? En tout cas, pour celles qui restent en suspens, nous y reviendrons dans quelques instants. Nous allons terminer ce tour de table, si l'on peut dire, ou ce tour d'écran en tout cas, par l'intervention d'Olivier Ramoul, qui, comme je le disais en introduction, est avocat spécialisé dans le droit des affaires culturelles au barreau de Bordeaux. Merci, Monsieur Ramoul, à vous la parole. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, moi, mes propos vont être autour en fait du cadre législatif et réglementaire, du confinement, des mesures d'aide et du cas de force majeure qu'on pourra rencontrer dans les contrats de cession du spectacle. Donc, concernant le confinement, on a notre loi du 23 mars qui pose en fait le principe de l'état d'urgence et donc pose le principe de confinement. Il faut savoir que l'État a prévu des dispositions, des sanctions spécifiques dans le cadre de cette loi, notamment pour les déplacements que tout le monde connaît. Avec si on se déplace avec sans attestation, c'est 135 € d'amende, qui peuvent aller quand même jusqu'à 3 750 € d'amende, et 6 mois d'emprisonnement si on récidive la petite chose pendant 30 jours. Et puis, nous avons des sanctions classiques de droit commun, où on a les fermetures administratives, on a en cas de responsabilité des dommages et intérêts, et surtout, nous avons des sanctions pénales, sanctions pénales qui sont assez importantes, qui sont que à partir du moment où on va exposer quelqu'un
a un risque de mort par violation intentionnelle d'une obligation de prudence, eh bien, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà le cadre législatif lorsqu'on se retrouve sur le non-respect en fait des mesures qui sont prises. Alors, dans le cadre du confinement, le principe a été posé qui est que fermeture de certains lieux, des ERP, les restaurants, les salles de concert, et l'obligation d'être en télétravail. Il faut savoir que les conditions du télétravail ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont prévues par le Code du travail, c'est-à-dire qu'elles ont été assouplies. Alors, si le télétravail n'est pas possible, mais que l'activité peut se poursuivre, soit parce qu'il y a eu un refus de l'employeur de passer en télétravail, mais il faudra que ce refus soit motivé, soit parce qu'il y a certains organismes, certains ordres, des chambres, par exemple la chambre des huissiers, qui ont interdit les huissiers de fermer pendant un certain laps de temps. Et puis, en raison tout simplement de la nature de l'activité qui permettent la poursuite du travail dans les locaux. Dans ce cas-là, il va falloir respecter les mesures de prudence, et notamment, bon, toutes ces mesures de prudence, vous les connaissez, elles sont affichées à la directe, et il faut savoir que l'État a pris des mesures d'urgence, mais chaque branche professionnelle pourrait imposer des mesures supplémentaires en raison de la configuration de l'activité. Alors, si ces mesures ne sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont être constatées par la directe, par l'inspection du travail, et donc on peut avoir des sanctions administratives, en tout cas l'employeur ou le lieu pourrait avoir des sanctions administratives qui sont tout simplement la fermeture, et évidemment des sanctions pénales, celles que je vous ai dit tout à l'heure, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Le salarié, lui, qu'est-ce qu'il peut faire lorsqu'il y a ces mesures qui ne sont pas respectées? Évidemment, tout le monde a pensé au droit de retrait. Est-ce qu'on peut appliquer ce droit de retrait? Ce droit de retrait, en fait, c'est quoi? C'est le refus d'un salarié d'aller travailler sans l'accord de son employeur à partir du moment, même s'il prend des mesures de précaution, à condition que la situation de travail puisse nuire gravement à sa vie. Il faut informer son employeur et l'employeur ne peut faire aucune retenue. Mais ce droit de retrait, de façon classique, s'applique à une situation particulière dans le lieu de travail. La question qu'on se pose, est-ce qu'avec la pandémie, on peut invoquer le droit de retrait? Si on ne fait que invoquer la pandémie, ça ne marchera pas. On considérera votre droit de retrait illégitime. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par le secrétaire d'État qui a dit, si vous invoquez que le motif de la pandémie, on ne pourra pas légitimer votre droit de retrait. Ceci, bon, c'était pour des raisons économiques. Mais voilà, donc il faudra que votre employeur ne respecte pas les mesures prises par l'État ou par la branche d'activité en question pour pouvoir exercer votre droit de retrait. Maintenant, si le télétravail n'est pas possible et que la poursuite de l'activité ne peut pas se poursuivre, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Le chômage partiel. Ce chômage partiel qu'il va falloir motiver, et justifier, car il y a eu un certain nombre d'entreprises de spectacle qui n'avaient pas véritablement motivé leur demande, qui avaient simplement dit, bon, ben voilà, fermeture administrative, en supposant qu'ils allaient avoir le chômage partiel suite à la déclaration, à la loi d'urgence, et on leur a refusé le chômage partiel, pour la simple raison que ces demandes n'ont pas été justifiées. Et ce n'est pas parce qu'il y a une fermeture administrative, même sollicitée par l'État, qu'on a droit automatiquement au chômage partiel. Il va falloir faire très attention à la rédaction de votre demande, comme disait d'ailleurs Lucie. Quelles sont les sanctions? Quelles peuvent être les sanctions? En fait, le principe, donc, c'est le chômage partiel. C'est-à-dire que le principe, c'est que on ne peut pas cumuler le chômage partiel avec une activité, sauf évidemment déclaration à la directe. Vous pouvez travailler un peu et avoir du chômage partiel, mais il faut que ça soit conforme aux déclarations que vous avez faites à la directe. Si ces déclarations ne sont pas conformes, quelles sont les sanctions? Et le ministre du Travail l'a rappelé. Primo, c'est considéré comme un délit pénal, donc c'est du travail illégal. Alors là, c'est carrément 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Faire quand même attention. Et au niveau civil,
c'est tout simplement remboursement des sommes perçues et puis interdiction d'avoir des aides publiques pendant 5 ans. Donc les sanctions sont quand même assez lourdes. Donc bon, voilà, il va falloir être dans cet esprit solidaire ensemble. En ce qui concerne alors voilà pour le confinement. Concernant les mesures d'aide, vous avez en fait 3 types d'aides, si on peut les résumer comme ça. Vous avez les aides financières, vous avez les mesures de report et vous avez le fait que l'État, en tout cas les collectivités, vont accorder en fait les subventions malgré l'annulation du spectacle. Donc, je ne connais pas encore tout à fait les modalités, mais bon, précises, mais bon, voilà. Alors, concernant les aides financières, il y a une première question pour les artistes et les intermittents, les artistes et techniciens intermittents. Vous avez sur le site Audience si des aides exceptionnelles, s'il y a eu plus de 5 jours de cachets annulés, même s'il n'y a eu qu'une promesse d'embauche, à partir du moment où elle a été faite avant le 17 mars, vous pourrez avoir cette aide. Attention, elle est appréciée au cas par cas. Il n'y a pas de rémunération prévue, comme, en tout cas de somme prévue, comme le fonds de solidarité. Ça, c'est pour les artistes techniciens, outre tous ceux qu'on vous a indiqués tout à l'heure. Pour les artistes auteurs, c'est-à-dire ceux qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés, là. Et les entreprises de spectacle peuvent travailler avec eux. Par exemple, lorsque on prend un scénariste, quand on prend un auteur d'un livre qu'on adapte, par exemple, en pièce de théâtre, etc. Eh bien, pour ces auteurs, ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité, des aides financières exceptionnelles, sauf que là, il y a un problème juridique. Vous avez beaucoup d'auteurs qui sont indépendants, mais qui n'ont pas de numéro sirène parce qu'ils travaillent avec des tiers diffuseurs. Et là, cela, quid, puisque pour le fonds de solidarité, pour l'aide exceptionnelle, on demande un numéro sirène. S'ils n'ont pas de numéro sirène, comment ils vont faire? Donc, il va falloir qu'ils s'expliquent avec Impôts.gouv, avec l'URSSAF, pour en tout cas qu'ils expliquent leur situation particulière parce qu'ils travaillent avec des tiers diffuseurs. Pour les artistes auteurs encore, bon, ça concerne un peu moins le spectacle vivant, mais bon, il y a sur le site du CNAP, il y a également un fonds d'urgence qui a été applicable, on leur attribue en fait une aide. Mais ce fonds n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité. Donc, évidemment, donc il y a le fonds de solidarité, c'est 1 500 € et le CNAP, c'est 2 500 €. Bon, voilà. Il va falloir choisir parce que si on ne choisit pas, vous pouvez tout à fait faire les demandes puisque les liens entre le CNAP et entre les Impôts.gouv ne pourra pas se faire immédiatement. Mais si on découvre qu'il y a eu cumul de cette aide, les sanctions, évidemment, c'est remboursement de l'aide. Et au pénal, ça va être assez fort. De toute façon, en général, pour tous les cumuls, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Concernant les mesures de report, il n'y a rien de particulier à dire si ce n'est que pour les prêts. Évidemment, il va falloir voir vos prêts et toutes les structures qui ont fait des prêts. Alors bon, c'est des prêts de trésorerie ou des prêts, ça peut être des prêts immobiliers, des prêts à la consommation. La seule chose que je peux vous dire dessus, c'est qu'il faut d'abord lire les conditions générales et bien voir si le report est possible. Alors, en général, dans les prêts immobiliers, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a arrêt des remboursements. On peut arrêter les remboursements entre 3 mois et 12 mois, mais encore faut-il que ce soit prévu dans le contrat, ou encore renégocier son prêt et diminuer les échéances. À l'heure actuelle, aucune mesure gouvernementale n'a été prévue sur le report des prêts immobiliers. Et concernant les prêts à la consommation, les conditions en général, les conditions de votre prêt sont plus sévères parce que ce sont des prêts qui sont plus petits, donc on permet moins cette disponibilité. Et là encore, le gouvernement n'est pas encore intervenu pour cela. Et enfin, concernant ces dernières mesures d'aide qui sont les subventions, il m'a été souvent poser la question, c'est que le principe, c'est que les subventions sont accordées en fonction de certaines conditions. Voilà, sur la base d'un budget prévisionnel. Et donc, si dans la demande de subvention est compris la rémunération des artistes et qu'ils ne sont pas payés, il pourrait, l'entreprise, la structure qui a bénéficié de cette subvention pourrait être sanctionnée suite au droit de contrôle de la collectivité territoriale. Comment s'appelle cette sanction serait en fait le remboursement évidemment de la subvention et aussi des poursuites pénales. Il faut savoir que la collectivité est en mesure, grâce à ce droit de contrôle, d'exercer des poursuites pénales.
Alors, dans le cas du Covid-19, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où la subvention va être allouée, elle va être allouée malgré l'annulation du spectacle. Si la structure ne paye pas ses artistes par la subvention ou les rémunère, en tout cas, elle ne les paye pas. Le problème, c'est qu'elle va être, ces artistes auteurs, ces techniciens vont être rémunérés par le biais du chômage partiel. Mais bon, admettons qu'ils ne puissent pas bénéficier du chômage partiel et qu'ils ne payent pas ces artistes. Est-ce que la collectivité pourra, dans le cadre de son droit de contrôle, dire vous avez commis une faute? Bien, tout va dépendre en fait de comment va être accordée cette subvention dans le cas du Covid-19. Parce que dans le cas du Covid-19, il est dit que cette subvention va être accordée malgré l'annulation du spectacle, mais il peut être mis des conditions. Et ça sera au vu de ces conditions qu'il faudra que l'entreprise culturelle que l'entreprise culturelle devra respecter. Dernier point très rapide sur la question de la rupture des contrats de cession de spectacle et sur le cas de la question de la force majeure. Le principe, c'est que la rupture d'un contrat peut être justifiée par un cas de force majeure. Et donc, ça libère le débiteur de tout paiement. Les modalités, comment ça se passe? Si le contrat a une utilité, si le spectacle a une utilité que par une exécution complète, là, il y a vraiment rupture complète du contrat. Voilà. On ne reviendra pas dessus. En revanche, si le spectacle peut avoir une utilité avec une exécution partielle, eh bien là, on ne parle pas de résolution, on parle de résiliation. C'est tout simplement le cas du fait qu'on puisse reporter le spectacle. Et là, le contrat est suspendu. Il n'est pas annulé. Donc, dans un cas, il peut être annulé. Dans l'autre, il peut être que suspendu. Il n'y aura pas de rupture de ce contrat. Alors, quelles sont les conditions de cette force majeure? Il y en a deux. Il y a l'irrésistibilité, l'imprévisibilité. L'irrésistibilité, c'est quoi? C'est que l'événement échappe au débiteur et les conséquences ne peuvent être évitées. Cette irrésistibilité va être appréciée par les juges. Et que peut-on dire sur le fait de cette pandémie du Covid-19? On a eu déjà des décisions lorsqu'il y a eu certaines crises, certaines pandémies, et le juge a refusé de considérer qu'il y avait force majeure, donc le contrat continue à être valable. A refusé qu'il y ait cas de force majeure, car la maladie et les conséquences étaient connues et que le traitement rendait surmontable l'événement. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait résister en fait à cet événement. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le Covid-19? La maladie n'a pas été connue avant le foyer en Chine. Il n'y a pas de traitement. Dans le monde, il y a 50 000 décès. Et on a 3,9 milliards de personnes confinées. À mon humble avis, je pense que le juge considérera qu'il y a irrésistibilité. La deuxième condition, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il faut que cet événement soit imprévisible au jour de la signature du contrat. Alors, quand peut-on dater cette imprévisibilité? Quand on pourra dire? Est-ce que c'est la déclaration par l'OMS? Est-ce que c'est le jour de la première mesure qui a été prise par le gouvernement, c'est-à-dire le 4 mars? Il semblerait qu'on s'orienterait sur le 4 mars, puisque ce sont des contrats qui ont été signés en France et que ce sont les mesures françaises qu'on va prendre en considération, c'est-à-dire de notre gouvernement. Donc, on prendra certainement la date du 4 mars. Alors, concernant les contrats de cession de spectacle, si la force majeure est reconnue, il n'y aura aucune responsabilité, avec ce distinguo entre est-ce que le contrat est complètement, voilà, il est annulé, il n'y a plus rien, ou alors va-t-il être simplement suspendu et reporté à une date ultérieure. Certains contrats de cession ont été, comment s'appelle,
surtout en matière de spectacle vivant, parfois les contrats ne sont pas signés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le contrat est valable ou pas? En droit français, même si le contrat n'est pas signé, ce n'est pas grave. Sauf qu'il va falloir prouver qu'il y a eu un engagement, qu'il y a eu un consentement entre les deux parties. Ce consentement peut se faire par tout moyen. On n'a pas, voilà, donc un échange de mail, une plaquette, un courrier de quelque nature que ce soit. En tout cas, il va falloir pouvoir prouver, en fait, cet engagement contractuel. Et je pense, on va une petite note, il va falloir quand même, pour les prochains contrats, puisque cette pandémie, bon, voilà, ça sert de leçon, il va falloir maintenant, dans les contrats de cession de spectacle, communiquer qu'en cas de péril, les parties déclarent en fait examiner la possibilité de reporter, ce qui va vous permettre de ne pas tomber tout de suite dans une annulation de contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que si la solution de report est impossible, un accord amiable devra être trouvé entre les parties afin de préserver la rémunération des artistes et l'équilibre budgétaire. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps sur les questions les plus récurrentes qu'on peut trouver, les questions juridiques qu'on peut retrouver dans le cadre de notre situation. Merci beaucoup. Non, c'était parfait. Et évidemment, toutes ces informations qui arrivent là suggèrent beaucoup de questions de la part de nos inscrits. En tout cas, merci pour vos 4 interventions qui étaient vraiment très complémentaires. Je vais, à partir de maintenant, vous demander de revenir toutes et tous à l'écran de manière à ce que nous puissions répondre aux questions qui ont été pendant toute cette heure reçues par l'équipe, modérées par l'équipe, et voilà, qu'on me fait parvenir en temps réel et que donc je vais vous poser. Alors parfois elles sont adressées, donc je les fais suivre telles quelles. Parfois elles ont une dimension plus générale, et à ce moment-là je vous laisserai peut-être prendre l'initiative d'une réponse si vous l'avez, si toutefois vous l'avez. Alors, je ne prends pas plus de temps pour traiter un maximum de questions cet après-midi. Je vais commencer peut-être par la première intervention donc pour la région Nouvelle-Aquitaine, Frédéric, concernant le fonds de solidarité. Est-ce que ce fonds sera appliqué au mois le mois, ou est-ce une aide unique? Et avant de te laisser répondre, peut-être je vais juste faire une petite incise. C'est que évidemment, beaucoup de questions que vous nous posez là cet après-midi, pour beaucoup, nous avons sans doute des réponses. Pour d'autres, les réponses ne sont pas si évidentes. Sachez que si un intervenant ou l'autre ne peut pas répondre à une question, nous nous engageons à creuser dans les heures et dans les jours qui viennent pour pouvoir revenir vers vous individuellement ou collectivement pour pouvoir vous l'apporter. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'une réponse cet après-midi si nous ne l'avons pas. Voilà. Donc Frédéric, la question est posée, et j'en ai une autre qui va dans la continuité de la première. Concernant la sortie de crise, d'autres aides structurelles complémentaires à celles qui sont déjà prises en urgence sont-elles d'ores et déjà envisagées à la sortie de la crise? Alors, par exemple, y aura-t-il des versements de subventions exceptionnelles? Les subventions 2020 qui ne seraient pas distribuées seront-elles reportées, par exemple? Voilà une première question qui s'adresse à la région. Alors, sur le fonds associatif, on est bien sur une aide unique pour l'instant. Il est très clair qu'on réagit dans l'urgence sur une période de confinement qui, pour l'instant, est aux alentours d'un mois et demi. Il est très clair que si ça perdurait,
Bien évidemment que ce dispositif et les montants qui sont accordés seraient supérieurs, c'est ce qu'a indiqué le président. Le fonds associatif de 5 millions serait bien évidemment augmenté. Donc pour l'instant, sur cette aide, c'est une aide unique avec un versement à 100% une fois que l'instruction a été faite. Une décision non pas de la commission permanente, mais d'un arrêté du président, un arrêté collectif, donc sur l'ensemble des mesures d'urgence transmis aux payeurs pour le paiement aux structures. On est sur une aide à la trésorerie, donc bien évidemment, il faut que les structures qui déposent soient des structures qui soient clairement impactées par la crise, par le Covid-19. Une compagnie qui n'aurait aucun engagement annulé, qui ne serait pas dans une période effectivement de besoin, ça ne sert à rien qu'elle vienne déposer. Il faut que là, nous soyons solidaires. Les temps d'instruction, encore une fois, avec des équipes qui ne sont pas totalement au complet, si on veut éviter l'engorgement, et ce sera le rôle de la plateforme unique que j'évoquais tout à l'heure, bien expliquer effectivement si la structure est éligible ou elle ne l'est pas. Donc pour l'instant, c'est une aide unique. On partait sur un besoin de trésorerie qui devait se calculer sur 3 mois. Bien évidemment, la structure pouvait déposer dès le premier mois si elle le souhaitait. Si elle dépose le plus rapidement possible, on travaillera sur une assiette éligible uniquement sur la période d'1 mois. Si l'entreprise peut attendre un tout petit peu, elle fait sa demande au bout de 2 mois et elle peut espérer une aide bien évidemment supérieure. Notre assiette éligible, elle est de 50%. Ouais. Quand tu parles d'entreprise, tu l'entends au sens où l'entend l'Union européenne. De la réglementation européenne, c'est-à-dire effectivement, quel que soit le statut même si sur ce fonds associatif, on est bien sur les associations. Encore une fois, il y a d'autres dispositifs pour les entreprises. Donc, on est sur un versement unique. Si la crise perdure, et elle va perdurer, on est déjà en train de travailler effectivement sur alors je n'aime pas le terme de sortie de crise, mais en tout cas, on sait qu'on va être sur un retour à la normale qui va être beaucoup plus long. Là, je viens de recevoir un mail à l'instant où l'Opéra de Limoges annonce que la saison 2019-2020 est close, la structure ne rouvrira pas, donc il n'y aura plus de spectacle d'ici fin juin. Donc on voit que voilà, l'impact va être réel. On sent bien que les manifestations ne vont pas se tenir en juillet, donc l'impact va être beaucoup plus long. Que pour l'instant, on a des mesures de report de spectacles qui sont annoncées. Je crois qu'il faut faire attention effectivement à l'équilibre. Plus on reporte, plus on va impacter sur des spectacles qui devaient être programmés sur 2020-2021, qui pourraient être déprogrammés pour laisser la place à du report de spectacles. Là encore, il faut qu'on soit très vigilant. Sur ces mesures de sortie de crise, elles ne peuvent être pensées que collectivement. C'est l'histoire des politiques culturelles de la France, hein, donc ça veut dire que État, collectivité, on devra être autour de la table pour trouver les bons dispositifs. On doit l'être avec les représentants effectivement des organisations professionnelles, avec, on les a cités beaucoup, les EGC, sociétés d'auteurs, sociétés de gestion de droits qui eux également prennent des dispositifs. Là encore, une fois, on a un besoin de coordination de l'ensemble des mesures qui peuvent être cumulatives, bien évidemment, mais il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas non plus là aussi un effet d'engorgement ou un effet d'aubaine avec des structures qui viendraient taper à l'ensemble des guichets pour au final être éligibles qu'à quelques-unes. Donc, encore une fois, cette coordination sera nécessaire, mais des crédits supplémentaires, oui, seront certainement besoin à partir du mois de septembre pour relancer et aider les structures à passer une autre période difficile qui serait un retour à la normale, qui ne serait pas si normal que ça, bien évidemment. Très bien, merci. J'enchaîne avec une question qui s'adresse plutôt à la DRAC. Une aide mensuelle de 1 500 € a été citée par la région et une autre de 1 500 €, semble-t-il, a été citée par Eric. Est-ce que ces aides en fait sont cumulables
Et avez-vous prévu des aides pour les structures qui n'ont pas forcément besoin de ces aides d'urgence, voilà, de façon urgente, comme l'expression l'indique, mais qui seront peut-être plus impactées dans quelques mois, voire dans l'année qui vient? Alors, oui. Alors, sur le premier volet, donc effectivement, on faisait écho du Fonds de solidarité nationale, qui fait que l'ensemble, alors qui a été détaillé ensuite par nos intervenants experts comptables, dans le process pour obtenir cette aide, je rappelle quand même, c'est une aide forfaitaire qui est au maximum de 1 500 €. C'est-à-dire que en fonction des conditions, l'octroi de ce recours au fonds de solidarité n'est pas forcément, 1 500, c'est un maximum. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et pour faire écho à ce que effectivement évoquait Frédéric, aujourd'hui, dans un certain nombre de mesures qui sont prises en réponse à la crise sanitaire, se mettent en œuvre. Certaines indiquent qu'elles ne sont pas cumulables. Par exemple, ça a été fait, l'exemple a été cité notamment avec l'aide du CNAP. Si on perçoit le fonds de solidarité, on ne peut pas obtenir une aide exceptionnelle du CNAP pour les artistes plasticiens, des auteurs plasticiens. Donc les conditions, elles sont quand même à chaque fois, pour chacun des dispositifs, très variables. Et aujourd'hui, dans le cumul, il est vrai, mais ça va faire l'objet aussi d'un dialogue assez nourri, je pense, qui est déjà en œuvre entre l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires, pour justement croiser nos informations. Et que, effectivement, on sait dans ce genre de situation, en tout cas on est en train de le vivre, que certains, effectivement, sont extrêmement réactifs et sauront pouvoir, effectivement, pouvoir s'inscrire dans les dispositifs mis en œuvre. D'autres vont passer totalement à côté. Donc, la question de l'équité de traitement face à une crise, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça que Frédéric l'évoquait, c'est extrêmement important qu'il y ait un dialogue, effectivement, qui se met en œuvre. Hein, c'est pas une nouvelle pour personne, c'est-à-dire qu'effectivement, on est déjà en dialogue nourri entre partenaires et institutions publiques pour justement faire en sorte que ces dispositifs soient bien complémentaires, plus que additionnables, si je puis dire. Ouais. D'accord. Par ailleurs, sur la question des mesures exceptionnelles, parce que c'était aussi un peu posé pour nous, comme je l'évoquais tout à l'heure, tous les jours les choses évoluent, changent, se précisent. On ne sait pas, comme ça a déjà été évoqué, la date de sortie de confinement. Et il est tout à fait vraisemblable que dans cette période de déconfinement, ça soit de manière très progressive. Donc la reprise de l'activité, elle le sera indéniablement dans un temps un peu décalé. C'est-à-dire même septembre, dans une rentrée de saison, les choses ne vont pas forcément être aussi évidentes qu'on pouvait l'imaginer en retour à la normale. Donc, il est très clair que, notamment, c'est pour évoquer le fait qu'un report, parce que c'est souvent ça qui a été évoqué, n'est pas forcément la solution. Et quand il y a un report qui est envisagé au-delà de la saison 20-21, ce n'est plus un report, c'est une reprogrammation. Donc les conditions, effectivement, elles sont différentes et à négocier au cas par cas. Aujourd'hui, ces mesures qui s'affinent et s'ajustent aussi un peu au jour le jour, pour l'instant, en tout cas pour l'État, il n'y a pas de mesures exceptionnelles ou de fonds spécifiques, sortie de crise ou plan de relance qui sont prévus pour l'instant. Seules les mesures exceptionnelles et dispositifs spécifiques en réponse à la crise, à la fois maintenant et après, sont à l'initiative des établissements sectoriels. Donc, dans le domaine de musique, le Centre national de la musique, dans le domaine du livre, le Centre national du livre, dans le domaine des arts visuels, le Centre national des arts plastiques, et dans le domaine du cinéma, le CNC.
Donc, où ces établissements sectoriels ont mis en place effectivement des dispositifs, fonds d'urgence et poursuite de l'activité. D'accord. Voilà. Et je peux répondre à une dernière question qui était mentionnée, mais qui valait aussi sur des aides, des subventions qui seraient 2020 qui ne seraient pas distribuées. Voilà. Je répète qu'on met tout en œuvre pour que effectivement l'ensemble des subventions avec des conditions allégées soient distribuées. Donc il n'y aura pas de report de subventions en 2021. D'accord. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, Frédéric Villecoq ajoute, je te lis, Frédéric, que pour l'aide des 1 500 € du Fonds de solidarité, il n'y a pas de cumul entre l'État et la région, car il s'agit bien de la même aide. C'est l'aide nationale du Fonds de solidarité qui est abondé par État et région. Donc voilà, c'est pas deux aides de 1 500 €, c'est celle de 1 500 plus un complément de 2 000 forfaitaire qui peut être apporté effectivement pour les structures qui ne pourraient pas, qui seraient dans l'impossibilité de régler leurs créances. D'accord, merci. À présent, une question adressée au cabinet d'expertise comptable, Laurent et Lucie, pour la problématique de l'activité partielle pour les intermittents. Est-il possible d'avoir recours à l'activité partielle pour des dates qui sont reportées et non pas annulées? C'est-à-dire combien d'heures doivent être prises en compte par cachet? Et pour l'activité partielle, pour qu'on puisse mettre en place une activité partielle, comment est-ce qu'on peut justifier d'une perte de chiffre d'affaires quand l'activité d'une compagnie est différente d'une année à l'autre? Comment justifier d'une perte de chiffre d'affaires lorsqu'on est une structure aussi principalement subventionnée? Et puis peut-être une dernière question sur cette activité partielle. Comment déclarer des intermittents en activité partielle quand les démarches ont déjà été faites par les structures pour un salarié permanent? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de revenir sur une première déclaration qui vient s'ajouter en fait à celle qui a été faite pour les salariés permanents, mais cette fois-ci pour les intermittents? Comment est-ce qu'on peut mettre en place surtout aussi une activité partielle lorsqu'on n'a pas la trésorerie pour les payer? Voilà les questions qui se posent sur cette problématique de l'activité partielle, à la fois pour les permanents et pour les intermittents. Alors, première question par rapport aux intermittents et par rapport aux permanents. Lucie, est-ce que tu veux étayer ce propos? Est-ce qu'on peut faire une déclaration modificative? Est-ce que je le comprends? Oui, en ayant oui, on peut demander un avenant d'extension de la demande qu'on a déjà fait, la première demande. On peut demander un avenant d'extension pour si toutefois on avait oublié, entre guillemets, des salariés ou on pensait mettre certains salariés en télétravail et que ce n'est plus possible. Donc, du coup, on peut demander vraiment une extension. C'est ce qu'ils appellent un avenant. Et sur l'espace qui est dédié sur le site de la Direct, vous avez votre demande préalable qui a été validée. Et en bas, normalement, à droite de cette page, il y a marqué renouvellement ou avenant. Ok, merci Lucie. Pour corroborer et ajouter des éléments par rapport aux questions précédentes, sur la partie trésorerie, uniquement trésorerie, je crois que pour chacune des structures, il y a des dispositifs qui existent. Et on a parlé de report de charges sociales, on a parlé de report de charges fiscales, on a parlé de report d'échéances d'emprunt, de dispositifs qui sont en train de se mettre en place au niveau de la région. Donc là, il faut mettre en place en fait un budget de trésorerie pour essayer d'optimiser en fait l'ensemble des dispositifs qui permettent de vous accompagner pour que vous ayez un niveau de trésorerie suffisant pour faire face aux demandes urgentes qui sont le paiement des salaires. Deuxième réponse sur la justification du chômage partiel. La justification ne se fait pas par rapport forcément à l'activité précédente, peut se faire évidemment par rapport à l'activité précédente, mais peut se faire également par une justification sur l'annulation tout simplement de contrats et de justifier ces annulations par des mails, par des courriers, par tout élément probant qui permettrait de justifier une baisse d'activité. Une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est une association qui percevrait en fait des subventions publiques et qui ne serait pas impactée en termes de trésorerie par maintien des subventions publiques de son budget, pourrait-elle prétendre à une indemnisation
de chômage partiel. Donc là, je m'en remets en fait aux financeurs. J'ai une réponse concernant les structures d'insertion, notamment qui est on ne peut pas cumuler les aides au poste des salariés qui sont en insertion avec une indemnisation de chômage partiel. Est-ce que l'État ou la région, sur la superposition en fait du maintien des subventions publiques et de l'indemnisation du chômage partiel, vous souhaitez intervenir? Frédéric ou Eric ou Sophie, peut-être? Je ne sais pas. Oui, Frédéric, je t'en prie. La décision politique, c'est le maintien de la subvention à la structure ou à la manifestation. La région procède par un acompte de 70%. Donc, il est très clair que quand on va verser le solde, on va regarder un certain nombre d'éléments pour justifier le paiement de ce solde de 30% et avoir l'accord du payeur d'ailleurs pour pouvoir verser ce solde. Donc, tous ces éléments seront pris en compte. On a une difficulté en région, c'est que on est au prorata, donc on n'est pas sur des aides forfaitaires, mais on est sur une proratisation. Et donc il y a possibilité, si le budget n'est pas réalisé, soit ne pas verser la totalité de l'aide complémentaire, donc des 30% du solde, voire vraiment si l'impact a été important, de réclamer une partie du premier acompte. On est en train de travailler avec les services du payeur pour que cette règle de proratisation tombe, bien évidemment, soit neutralisée sur toute la période impactée par le Covid-19, de manière à ce qu'on ne pénalise pas a posteriori des structures qui, d'ailleurs, pourraient bénéficier d'aides d'urgence. Donc, ce serait complètement stupide de leur faire bénéficier du fonds associatif ou d'autres dispositifs et ensuite de ne pas venir leur verser leur solde au motif que le budget n'est pas réalisé à cause de la période de confinement et de tout ce que cela a entraîné. Sauf que pour ça, il nous faut effectivement, au-delà des services juridiques internes à la région, un accord du payeur. C'est ce qu'on est en train de travailler. Encore une fois, je redis le terme bienveillance. Donc derrière, on met tout en œuvre avec les services, encore une fois, juridiques de la région et de l'État, et de toutes les questions qui vont se poser au fur et à mesure, effectivement, de la durée de cette crise pour qu'on trouve les solutions les plus favorables aux opérateurs. Merci Frédéric. Un complément par l'ADRAC de réponse? Oui. Par rapport à la question précisément sur effectivement les structures subventionnées, en tout cas pour les structures qui étaient dites labellisées ou bien en convention notamment avec l'État, au début de la crise, on était dans un principe de recommandation qui était pour ces structures, avant d'engager des démarches de chômage technique ou partiel, d'envisager d'autres solutions type congé ou reprise de congé qui n'avait pas été prise ou mise avec une autorisation d'absence exceptionnelle avant de pouvoir avoir recours au chômage technique ou partiel pour les structures subventionnées labellisées notamment par le ministère de la Culture. C'était important effectivement que sur certains dispositifs, notamment, on le sait, les opérateurs les plus fragiles, en l'occurrence les compagnies, étaient prioritaires dans le recours à ces dispositions par rapport à des structures qui sont subventionnées. Mais c'était, je le répète, une recommandation. Voilà. D'accord. De toute façon, on n'a pas suffisamment de recul, mais on pourra le vérifier sur le fait que certaines demandes d'inscription au titre du chômage technique auprès de l'aide directe, pour l'instant en tout cas, pour des structures subventionnées, n'ont pas forcément été acceptées. Ce n'est pas le cas dans la région, mais dans d'autres régions, on a vu le cas. Pour l'instant, les demandes d'inscription pour recours au chômage partiel ou technique n'ont pas forcément été validées ou entérinées du fait de ces structures subventionnées. Je ne sais pas, Sophie, tu veux compléter?
Peut-être je vais essayer spécifiquement sur ce terrain des structures subventionnées. Il y a une question à laquelle qui a été posée tout à l'heure. On a peut-être un peu de mal à y répondre. Ce que j'en ai compris, c'est une compagnie peut-elle avoir recours au chômage partiel alors que son spectacle a été reporté? Oui. Alors, c'est un sujet qui est compliqué parce que Eric l'évoquait, un spectacle peut être reporté, il peut être aussi reprogrammé. Donc, c'est de distinguer entre le fait que quelqu'un qui est salarié a besoin de manger pour vivre. Voilà. Donc, en tant que tel, il avait programmé d'être payé pour tel spectacle. Ce spectacle est reporté. Lucie, vous allez peut-être pouvoir m'aider à compléter ce que j'entame. Oui. Et donc, c'est pas la même chose d'être payé le jour où je travaille et puis de ne pas pouvoir payer alors que j'avais un contrat qui devait me permettre ce mois-là d'avoir un salaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, donc j'entame plus une discussion, que la compagnie ait recours au chômage partiel pour son équipe artistique, dont le spectacle peut être reporté en avril 21, c'est-à-dire que c'est en termes de trésorerie pour ce salarié un report assez considérable, alors qu'effectivement, il ne peut pas recevoir ce salaire au mois de mars ou au mois d'avril. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait justifier un recours, enfin ce serait légal de recourir au chômage partiel aujourd'hui, et puis il sera payé ultérieurement pour un spectacle qui cette fois pourra se jouer, compte tenu du fait que ce sont deux temporalités différentes et deux problématiques différentes. Alors, moi, honnêtement, j'ai pas l'information de savoir si le report de cachet peut permettre d'avoir recours au chômage partiel à l'instant T. Après, la situation à l'instant T, il a signé un contrat. Enfin, s'il a signé un contrat, normalement, la structure a le droit d'avoir recours au chômage partiel pour l'instant T. Oui, je corrobore ça, Lucie. Effectivement, que le spectacle soit reporté ou reprogrammé, il n'y a pas d'activité à l'instant T. Donc, ça peut justifier, sous réserve que l'ensemble de la compagnie soit impacté, ça peut justifier absolument le recours au chômage partiel. Et l'impact par rapport au salarié, tout dépend s'il y avait un engagement en fait vis-à-vis du salarié. S'il y a un engagement vis-à-vis du salarié, c'est ce que disait Lucie tout à l'heure, à ce moment-là, bien sûr, on pourra prétendre à ce que le salarié soit indemnisé dans le cadre du chômage partiel. S'il n'y avait pas d'engagement, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de rémunération, donc il n'y a pas lieu à avoir du chômage partiel pour ce salarié. C'est ça. Très bien, merci. L'équipe qui, encore une fois en coulisses, turbine pour rassembler toutes ces questions, donc a préparé un tir groupé de questions à l'attention de notre avocat. Je vais les poser à l'instant, mais peut-être juste, on a là, sur cette toute dernière intervention une question complémentaire. Les équipes artistiques et techniques ne sont pas forcément les mêmes lors des reports. Est-ce que ça a un impact sur cette problématique de chômage partiel? Justement, on reste toujours dans cette optique. Y a-t-il eu promesse d'embauche ou contrat de travail? Et dans ces cas-là, on a recours au chômage partiel pour l'équipe qui est en place actuellement. Et l'équipe future aura forcément un contrat et une activité, puisqu'on espère sortir de cette période de confinement. Et du coup, elle sera payée normalement. Très bien. Mais à l'instant T, il faut vraiment être sûr d'avoir une promesse d'embauche, un écrit, quelque chose, un contrat, pour pouvoir avoir recours au chômage partiel avec le salarié qui est en face. D'accord. Une promesse d'embauche d'une part et une information d'annulation pour la date citée en particulier. Oui, du contrat. D'accord. Pour Monsieur Ramoul, peut-on rémunérer les intervenants, salariés, intermittents, s'ils ne peuvent pas réaliser leur action sur des dates annulées? Donc, on a déjà répondu, me semble-t-il, à cette question, mais je pense qu'il serait bien peut-être de le redire. En tant que compagnie, peut-on demander au festival subventionné qui prévoyait de faire jouer une équipe artistique le paiement prévu de la prestation? Et que faire si ce festival le refuse? Et que faire si aucun contrat n'avait été signé?
On va peut-être, il y en a encore une ou deux des questions de ce type-là, mais on va peut-être déjà répondre à ces deux premières si vous voulez bien. D'accord, alors peut-on rémunérer des intervenants, etc., s'ils ne peuvent pas réaliser leur action? Le principe, c'est qu'à partir du moment où le contrat a été signé, et voilà, on doit exécuter ce contrat. Voilà. Donc, je ne dirais pas peut-on, mais doit-on? Oui, on doit payer en fait tous les intervenants et donc les salariés. Le seul cas qui va pouvoir permettre de se libérer de ce paiement, c'est le cas de force majeure. Mais encore faut-il qu'on puisse rentrer dans ce cas de force majeure. Et pour des salariés, on ne va pas appeler, bon, ça sera, le cas de force majeure sera peut-être un motif, mais ça sera un licenciement. Et donc, on aura recours au chômage partiel. Pour les prestataires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas salariés, là, ça sera tout simplement une rupture de contrat sur le fondement du cas de force majeure. Mais faut-il encore qu'on se retrouve dans un cas de force majeure? Oui, voilà. Et surtout, de savoir si c'est une annulation du contrat ou si c'est un report, c'est-à-dire si le contrat a une utilité par une exécution complète ou par une exécution partielle. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, oui, en effet, il va falloir les payer. En tant que compagnie, peut-on demander au festival subventionné qui Merci, on nous refuse. En fait, il y a eu une relation contractuelle entre le festival et la compagnie. Il y a eu donc signature d'un contrat. Ben là, c'est encore la même chose. Vous voyez, c'est toujours le même principe qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'on va se demander si, oui ou non, il y a cas de force majeure. Et s'il y a cas de force majeure, OK, il pourra y avoir rupture du contrat. Mais là, en l'espèce, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cas de force majeure pourrait s'appliquer? Là, le festival a reçu, a bien reçu, il me semble-t-il, la subvention. Si le festival a bien reçu la subvention, il sera obligé de payer le contrat de cession de spectacle. Et les juges ne pourront pas, en tout cas, il ne pourra pas invoquer le cas de force majeure, puisqu'il avait les moyens pour lui. Il n'y a aucun, rien ne l'empêche de payer la compagnie. Alors, si maintenant elle refuse, si le festival refuse, ben, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un refus, il faut faire une mise en demeure. Il faut dire, vous vous êtes engagé sur un contrat, vous devez l'exécuter. Évidemment, il va y avoir une réponse du festival en disant, attendez, vous êtes dans un cas de force majeure, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, soit on trouve un accord amiable entre les parties, voilà, on trouve un accord, soit on ne trouve pas d'accord. Et si on ne trouve pas d'accord, il faut aller devant le tribunal. Et aller devant le tribunal, vous avez deux façons d'agir quelque part. Vous avez soit une procédure d'injonction de payer, c'est-à-dire une procédure très simple. On prouve qu'il y a eu un contrat, c'est-à-dire que c'est une procédure où on est tout seul. Celui qui invoque qui sollicite le paiement va tout seul devant le juge. Il dit voilà, moi j'ai un contrat, j'ai une mise en demeure, il n'y a pas d'exécution, je demande à ce qu'il se soit exécuté. Et donc, on obtient une ordonnance d'injonction de payer. Évidemment, la personne pourra faire appel, pourra faire opposition. Voilà, en gros. Et c'est une procédure beaucoup plus rapide que si on faisait une procédure directement au fond, c'est-à-dire que là, on va assigner, c'est-à-dire que les deux parties vont se retrouver directement devant le tribunal. Parce que dans la première procédure que j'ai invoquée, il se peut que le festival dise « Oh là, bon, ils vont aller jusqu'au bout, donc allez, on ne va pas faire opposition et on va payer. » D'accord. Voilà. Et alors, c'est une procédure qui, voilà, faire tout seul. On sait que dans notre domaine d'activité, les contrats sont souvent signés au tout dernier moment. Qu'en est-il pour le cas des festivals d'été où les contrats de travail avec les intermittents n'ont pas encore été édités, aucune promesse d'embauche n'a été formalisée, les contrats de cession n'ont pas encore été signés? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que, question de notre inscrit, est-ce qu'on peut faire des promesses d'embauche ou signer des contrats de cession a posteriori pour aider les compagnies et les intermittents? Alors, signer a posteriori, c'est quand même pas génial. Hein. Bon.
je ne veux pas, comment ça s'appelle, pousser à la fraude. Non, mais en revanche, si vraiment, bon, c'est vrai qu'en matière de spectacle, dans le domaine du spectacle vivant, on signe vraiment à la fin des contrats. Cependant, c'est que souvent, il y a eu des échanges et des engagements. En fait, il faut prouver qu'aujourd'hui, en tout cas, ou hier, il y a eu vraiment un accord sur l'engagement, sur une vente de spectacle, etc. Et ça se fait par des échanges de mails. Est-ce qu'il y a eu un travail préparatoire, une plaquette qui a été faite? Vous voyez, il vaut mieux, au lieu d'essayer de contresigner un truc ou de le faire a posteriori, il vaut mieux carrément essayer d'avoir des moyens qui prouvent qu'il y a eu cet échange de consentement. Et si on arrive à prouver cet échange de consentement, ça y est, le contrat est fait et c'est bon. On pourra valider en fait ce contrat. Et si cette personne nous dit que a priori il y a eu des échanges qui se sont faits, on peut se servir des échanges, évidemment, en fonction de la nature et de la rédaction des mails, etc. On peut considérer qu'il y a eu un engagement ferme et définitif, et puis on part sur l'exécution de ce contrat. D'accord, très bien. D'autant plus qu'il s'agit de règles usuelles dans ce secteur d'activité. Le quoi? Le fait de ne pas signer ou de signer à le dernier moment? Voilà, plutôt les usages d'échanges de mails, etc. Oui, ce sont des usages fréquents. Alors, bien sûr, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de signature de contrat. Au contraire, il y a vraiment des signatures de contrat. Mais souvent, c'est vrai que c'est la dernière minute, c'est toujours… On fait pas les choses souvent comme elles devraient être faites dans les temps. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas grave. Mais au moins, on peut… mais souvent, en fait, dans les pourparlers, il y a des engagements. Il y a des véritables engagements. Et c'est sur ça qu'il va falloir se baser. D'accord, merci. C'est vrai que c'est un usage. Ouais. Sur la situation de l'emploi des intermittents, j'ai une question importante. On a le témoignage de quelqu'un qui nous dit « Je suis perdu ». Quels sont en synthèse, véritablement en synthèse, les dispositifs qui aident directement les intermittents à maintenir une rémunération? La chose peut paraître évidente, les dispositifs sont adressés quand même effectivement principalement aux employeurs, compagnies, structures de diffusion, développeurs, producteurs, mais qu'en est-il exactement d'une possibilité d'une aide directe aux intermittents, sinon uniquement aux artistes, auteurs, compositeurs? Qui voudrait répondre à cette question de façon un peu résumée pour les intermittents en direct? La question pour les intermittents, je peux comprendre qu'à un moment donné, on a envie de savoir, mais dans le fond, comment je m'en sors? Moi, en tant qu'intermittent, mais un intermittent, il dépend d'un employeur. C'est pour ça qu'on s'adresse dans tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui aux employeurs qui doivent régler leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés, qu'ils soient en CDD, en CDI ou en CDDU. Voilà. Par conséquent, normalement, un intermittent aujourd'hui ex nihilo, il ne va pas à ce jour avoir une aide directe. Alors, est-ce qu'il y aura un jour des dispositifs? On ne peut pas savoir, mais enfin aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on incite son employeur à régler son engagement. Donc, on peut difficilement aller au-delà de cette incitation. Voilà, et il peut se trouver des situations. On a également toute cette question que je crois avoir été bien diffusée ici et là, c'est le déplacement de la date anniversaire pour l'ensemble. Hein, et c'est pas simplement pour les gens dont la date anniversaire tombe pendant la période de confinement. Ça concerne l'ensemble des intermittents. Un décalage de la date anniversaire qui va donc suivre la question du confinement. Donc ça peut protéger les intermittents qui étaient dans des zones un petit peu compliquées en termes de date. On se dit bien tous ensemble, évidemment, que ça ne règle pas la situation au sortir du confinement, dans des conditions qui restent encore à définir, mais puisque toutes ces heures, toutes ces périodes non travaillées ne suscitent pas forcément des heures prises en compte pour le recalcul. Donc, c'est des choses qui vont évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire effectivement qu'il y a une aide directe à l'intermittent. Elle passe par son employeur qui peut déclencher du chômage partiel, qui peut régler ses engagements, mais qui peut guère faire autre chose aujourd'hui. Très bien, merci. J'ai encore une question à l'adresse du cabinet d'expertise comptable. Faut-il faire une demande de chômage partiel pour chaque date annulée?
si les conditions sont bien remplies, ou bien une demande pour le mois complet qui regrouperait donc plusieurs dates, voire plusieurs plateaux artistiques différents. Et dans quel délai est-ce qu'il est nécessaire de faire la demande? Ça, c'est la première question. Ou l'autre question, combien d'heures des cachets de comédiens en chômage partiel sont pris en compte dans le calcul des 507 heures, sachant que c'est en général entre 5 ou 7 heures pour les techniciens, mais qu'en est-il pour les comédiens et éventuellement pour d'autres, les chargés de production ou les autres personnes qui peuvent bénéficier de ce régime de l'intermittence? Alors, pour répondre à la première question, Lucie, tu compléteras, si tu veux bien, cette réponse-là. Concernant l'aide de chômage partiel, vous avez un délai de 30 jours pour pouvoir la produire. Et bien sûr, il n'y a pas une demande de chômage partiel à faire par annulation du spectacle, mais elle est globale, cette demande de chômage partiel, pour une durée qui va jusqu'au 30 juin, dans un premier temps. Lucie? Alors, on peut la pousser au moins jusqu'au 30 septembre, au besoin, puisque l'État maintenant a décrété que c'était plus 6 mois d'activité partielle, mais 12 mois d'activité partielle. Donc, si c'est très cohérent par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est-à-dire que les annulations, ce que vous disiez tout à l'heure, M. Wilcock, c'est on risque d'avoir une activité culturelle qui est reportée en fait au mois de septembre. Donc, il serait cohérent de faire une demande de chômage partiel jusqu'au 30 septembre. Voilà. Après, il y avait la notion de cachet, il me semble, d'heures par cachet. Donc, pour le Pôle emploi spectacle, un cachet est égal à 12 heures. Par contre, l'URSSAF considère qu'un cachet est égal à 7 heures. Donc, pour l'activité partielle, il vaudrait mieux se baser sur les recommandations de l'URSSAF de 7 heures. D'accord. Très bien, merci pour ces informations. J'ai une question. Cohérent aussi par rapport aux salariés, puisque quand on a des salariés à 39 heures, on retient systématiquement 35 heures pour le chômage partiel. Ouais. J'ai une question sur vous avez peut-être pour la DRAC un complément de réponse sur ce sujet? On a répondu comme on a pu au regard de ce qui lie un salarié à son employeur pour les intermittents du spectacle. Je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui de répondre pour ce qui concerne les auteurs, les artistes-auteurs, et si sur cette question en particulier, il y a besoin peut-être de développer un webinaire de ce type, mais à destination plus spécifiquement de ce champ des artistes de notre région. Oui, absolument. Alors, donc j'en profite pour partager avec vous toutes et tous une information, c'est que nous sommes en train de préparer un deuxième webinaire avec l'équipe des conseillers de Pôle emploi spectacle Nouvelle-Aquitaine qui aura lieu, semble-t-il, le 16 avril. Mais nous reviendrons vers vous pour vous communiquer des informations plus précises à ce sujet. J'ai encore deux questions qui s'adressent à Monsieur Ramoul. J'ai une question relative à l'annulation des dates et des spectacles à l'étranger pour lesquels le contrat n'aurait pas encore été signé, par exemple. Est-ce que cela fonctionne de la même manière qu'en droit français? Est-ce qu'on doit prouver qu'il y a eu un engagement si l'on a, comme vous le proposiez tout à l'heure, une trace, un échange de mails, une plaquette, une affiche qui aurait déjà été éditée? Comment cela fonctionne pour des dates à l'étranger? On sait qu'un certain nombre d'équipes artistiques de Nouvelle-Aquitaine vont parcourir un certain nombre de festivals un peu partout en Europe et plus loin encore dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Donc ça, c'est la première question. Et puis, on a une qui revient sur le sujet de l'emploi des intermittents. Doit-on indiquer sur le contrat de travail pour lequel le chômage partiel peut être mis en place que le spectacle a été annulé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait sur le contrat de travail quand on va éditer alors que le chômage partiel est mis en place? Et sinon, si on ne doit pas mettre que le spectacle a été annulé, doit-on mettre en place une formalité particulière envers le salarié pour lui indiquer la procédure de chômage partiel? Donc, cette question peut s'adresser autant à Lucie, Laurent qu'à Olivier d'ailleurs. Alors, concernant le contrat à l'étranger,
il faut savoir que les règles de consentement s'appliquent un peu partout pareil. Mais il peut y avoir quand même des différences et des appréciations, des décisions de justice qui peuvent apprécier en fait le consentement de façon différente. Donc, il faudrait déjà savoir, lorsqu'on signe un contrat à l'étranger, on y met toujours une clause, en tout cas, on pose la question de savoir quel droit on applique. Est-ce que c'est le droit français ou est-ce que c'est le droit belge, etc. Et souvent, on voit ça à la fin du contrat. Que ce soit un contrat, oui, quel que soit le contrat de prestation, on doit indiquer comment ça s'appelle, on doit mettre cette disposition. Si cette disposition n'apparaît pas, c'est fort fâcheux parce que on va vraiment appliquer du droit international privé, c'est-à-dire la loi du fort. Et la loi du fort, le droit international privé, c'est l'un des droits les plus complexes à mettre en place parce qu'il y a tellement de décisions qui se contredisent. Donc, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, on va appliquer la législation du pays où a eu lieu le spectacle. Donc, a priori, si c'est à l'étranger, ça sera à l'étranger. Et là, je ne peux malheureusement pas répondre puisque je ne connais pas déjà le pays et je ne connais pas forcément la législation qui est applicable à ce pays. Mais je pense que en tout cas, j'espère que pour cette personne, elle a pu mettre cette disposition, en tout cas cette clause qui permet de lui faire appliquer le droit français. Sinon, si elle ne peut pas, en tout état de cause, comme tous les pays européens sont en tout cas, nous sommes tous dans cette situation, j'imagine que dans le pays en question, les dispositions étaient prévues et qu'il y a également, comme en France, un esprit de bienveillance et d'aide en fait de par le pays. Maintenant, à savoir si les collectivités ou si les aides peuvent s'appliquer pour cette personne, les aides françaises peuvent s'appliquer en France, là, bon, c'est autre chose. Très bien, merci. Et peut-être une courte réponse sur la problématique du contrat de travail pour lequel le chômage partiel est mis en place. Ah oui, non, on ne modifie pas le contrat de travail, on ne va pas commencer à mettre sur le contrat de travail. À partir du moment où le contrat de travail est signé, bon, on ne va pas commencer. Ah oui, mais si on met un chômage partiel, non. Le contrat de travail est signé, on n'a pas indiqué ça. Simplement, il n'y a pas de procédure particulière pour la mise au chômage partiel. Il faut simplement informer le salarié de quelque manière que ce soit. Il faut qu'il soit informé du chômage partiel. Et alors, peut-il le refuser? Alors, bon, moi j'avais vu pas mal de choses passer où de toute façon il semblerait qu'il ne puisse pas refuser le chômage partiel à partir du moment où on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas une procédure particulière dessus, mais sous réserve de ce qu'on pourra dire Lucie ou Laurent. D'accord, très bien. Merci. Lucie, Laurent, pas de complément pour cette réponse? Non, faut bien, voilà, il y a vraiment une information à faire au niveau du salarié pour la mise en chômage partiel. Et effectivement, je pense pas que dans l'état actuel des choses, ils puissent le refuser dans le sens où les manifestations sont annulées. Là, par contre, du coup, c'est pas du fait de l'employeur, c'est du fait de l'État qui a pris cette décision-là. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un décret d'application sur l'activation de l'activité partielle pour les bénéficiaires des annexes 8 et 10 qui est en cours. A-t-on une information sur sa parution et un certain nombre d'informations de détails sur son application? J'ai pas plus de dates que ça. J'y ai encore regardé ce midi. Il n'y avait aucune explication. Il y a juste marqué que ce sera par décret. Et voilà. D'accord, très bien, merci. Il est 16h26, nous avons déjà dépassé l'heure prévue d'une demi-heure. C'est extrêmement frustrant. Sachez que nous avons reçu plus de 80 questions et que même si on avait dû ajouter une heure de plus à ce webinaire, nous n'aurions pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, on va toutes chercher à les synthétiser, à peut-être les transmettre aux personnes concernées et à revenir vers vous pour y apporter des réponses dans les jours qui viennent.
Donc, je confirme que le 16 avril, un nouveau webinaire sera mis en place avec Pôle emploi spectacle. Merci vraiment sincèrement pour votre participation. Là, je m'adresse aux inscrits qui étaient sur mon panneau de configuration 74. Merci pour les questions. Merci également à tous nos intervenants et intervenantes pour les réponses qu'ils ont apportées, pour leur écoute. Merci à l'équipe de l'agence qui est sur le pont donc pour apporter tout le soutien dont elle est capable dans le cadre de ces missions et de cette situation si particulière. Toutes les informations, tous les liens, tous les outils qui ont été évoqués cet après-midi sont sur notre site. Restons en contact. Je vous rappelle que nous avons mis en place une adresse générique sur laquelle vous pouvez d'ailleurs, à l'issue de ce webinaire, nous faire savoir si vous avez été satisfait des réponses apportées, s'il y a encore des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des réponses. Donc plus d'informations, Facebook, Twitter, LinkedIn, notre site internet, notre newsletter. Voilà, nous avons compris que beaucoup de questions concernaient la situation particulière des intermittents. Donc voilà, nous reviendrons vers vous très vite pour vous inviter à un nouveau webinaire. Encore une fois, beaucoup de remerciements à tout le monde et puis bon courage, prenez soin de vous, de votre santé et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.